Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Univers VO. Nous allons parler des experts et de l'expertise parce que, après avoir été la cible des réparateurs, et l'être toujours, d'après ce que je crois savoir, les experts ont été médiatiquement ciblés dans une affaire récente, la fameuse affaire des 5000 véhicules, comment dire, contrefaits, entre guillemets. Alors, y a-t-il une remise en cause des experts après cet épisode? Comment les experts répondent-ils à cette double attaque en provenance des professionnels et maintenant des consommateurs? Nous allons en parler avec Antoine Jove. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Antoine Jove, vous êtes le DGA, le directeur général adjoint de BCA Expertise et président d'Expert Auto. Expert VO. Expert VO. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi pour ce lapsus. Christophe Teuil. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le vice-président national délégué au nouveau marché de la NEA C'est bien ça. et en charge de Carré Expert Auto. Voilà. Vous nous expliquerez ce que c'est tout à l'heure. Avec plaisir. Et enfin, Gilles Varembault. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Car Garantie pour la France. Absolument. Bienvenue. Merci. Alors, je vais commencer avec Christophe Teuil. D'abord un point sur l'éternelle question des relations entre les réparateurs, les assureurs, les experts. Est-ce qu'on a une chance un jour de voir cette éternelle affaire se régler et voir les gens travailler en bonne intelligence? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, la relation avec l'expert, le réparateur et l'assureur, c'est une relation tripartite, mais qui doit demeurer une relation saine au service de l'automobiliste qui est sinistré dans le cadre d'un sinistre automobile. Alors évidemment, comme dans toute relation, je dirais professionnelle, il peut y avoir des points de tension, des points durs. On a une activité économique globale, France entière, sur tous les marchés, mais également dans la réparation collision qui subit, je dirais, alors la baisse de sinistralité dont on peut se féliciter puisque ce sont des vies et des blessés en moins. Mais malgré tout, on a aussi en pendant des systèmes de missionnement de l'expert qui sont de plus en plus automatisés et gérés directement par les assureurs eux-mêmes. Alors à ça, baisse de sinistralité, règles de missionnement qui changent, je dirais les contraintes qui sont imposées aux réparateurs, celles qui sont aussi imposées aux experts peuvent tendre les relations. Globalement, ça reste quand même un épiphénomène et on n'a pas un embrasement, je dirais, des relations France entière entre l'expert et le réparateur et les assureurs qui est au point rouge, hein, loin de là. Pour autant, les discussions sont toujours animées, oui, vivantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, à la limite c'est même satisfaisant, hein, plutôt que les uns et les autres cultivent la politique de l'autruche. Finalement, les discussions sont toujours présentes. Et ça, c'est important de le dire. On a toujours la possibilité. Et encore aujourd'hui, mais là, je vois récemment la Fédération française de la carrosserie a remis 1 euro dans la machine, si je puis dire, en disant que il n'y avait pas de respect de la charte réparateur-assureur. Donc, on en sortira quand, quoi? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. La charte a le mérite d'exister. Elle est importante. Ça a été l'œuvre, et on peut féliciter, du point de vue de l'expert, on peut féliciter les organisations professionnelles de réparateurs et de carrossiers pour avoir accepté d'être à cette table ronde et puis aussi, je dirais, sortir une charte qui est certainement pas satisfaisante, qui ne s'applique certainement pas correctement dans toutes les régions et dans toutes les provinces de France, mais par contre qui existe et quand elle s'applique, fait ses preuves, réellement fait ses preuves. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à cette charte, on va pouvoir faire avancer, continuer à avancer ensemble au travers ces problématiques, mais surtout dans l'intérêt, et j'insiste, de l'automobiliste. Ça, c'est très important à souligner. Mais pas à n'importe quel prix quand même. Antoine Jove, un avis sur cette question? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe. Le contraire eût été étonnant quand même. Oui, mais ça tombe bien quand même. C'est important de le souligner. Voilà, hein, quand même, ça va en le disant. Sachant que on a mis en place une cellule de médiation, qu'on peut peut-être rajouter, qui est chargée de gérer les problèmes. C'est-à-dire quand il y a un problème flagrant entre un carrossier et un expert, ça remonte via les instances régionales des syndicats, via les instances régionales, soit NEA, soit BCA, et ensuite on a une cellule de médiation qui traite les cas. Comme dit Christophe, le nombre de problèmes réels entre un expert et un réparateur, c'est peanuts. Il doit y avoir 3 millions, 2,5 millions d'expertises par an.
il va peut-être y avoir 10 problèmes par an entre un expert et un carrossier. Bon, la problématique, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est ça. C'est pas ce qui marche. Il y a plein d'initiatives qui marchent. On a mis en place des opérations lean, vous savez, d'amélioration, gaspillage, tout ça, etc. On en fait avec les réparateurs, par exemple, pour gérer les factures, comment récupérer les factures et tout. Ça se passe très très bien. Donc il n'y a pas d'opposition réelle, sachant que, comme le dit Christophe aussi, tout ça, à la fin, c'est pour que l'automobiliste ait une voiture réparée correctement au juste prix. Donc, alors, l'affaire des 5000 voitures là, a quand même écorné un petit peu, si je puis dire, l'image de votre profession. Est-ce que vous avez identifié les brebis galeuses? Oui. Alors je commence, puis on prendra après, si tu veux. Oui, bien sûr, on a identifié les brebis galeuses. On a aussi mis en place des moyens lourds pour traiter et répondre aux problématiques des automobilistes, pareil, qui, eux, se retrouvent avec des véhicules qui ont quand même un léger petit problème, voire potentiellement très dangereux. Donc on a mis en place tous les moyens pour le faire. Maintenant, on se retrouve toujours devant les mêmes trucs, quoi. Il y a 2500 experts en France. Il y en a 3 qui ont fait une connerie. On va sûrement en trouver d'ailleurs quelques autres. Alors, au passage, on traite le cas. On essaye de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On a un comité de déontologie. On a mis des mesures de contrôle. Chez BC Expertise, il y a une inspection. Mais comment est-ce possible? C'est une profession quand même très encadrée. Vous êtes sous tutelle même. Donc, oui, alors à ce niveau-là, quand même, pour compléter les propos d'Antoine, dire qu'effectivement, ça concerne quelques experts. Oui. On parle de 3 experts. On parle aussi quand même, toute assemblée, d'une vingtaine de protagonistes. 3 experts, mais une vingtaine de protagonistes. Et dans les protagonistes, on a malheureusement des réparateurs, des carrossiers, des vendeurs VO et des démolisseurs. Donc je comprends finalement qu'on fasse la lumière sur une profession qui est censée être parfaite dans la moralité de ses membres, mais je dis souvent avec malice que finalement, il y a quelques mois maintenant, on n'aurait jamais pu deviner qu'un ministre des Finances soit corrompu et se retrouve inquiété dans une affaire de fraude fiscale. Oh. Non mais je pense que notre profession saura prendre les orientations nécessaires pour chasser ces brebis galeuses. J'espère que les 17 autres protagonistes, leurs fédérations, leurs représentants syndicaux et les organismes de tutelle ministérielle feront la même chose, je l'espère. Je ne peux pas imaginer que ça soit le contraire. Ce qui est sûr, et comme l'a dit Antoine, on a su répondre à la problématique des ministères et on a mis en place une campagne de rappel où tous les experts de BCA Expertise et de l'ANEA ont été impliqués et les retours sont assez satisfaisants aujourd'hui. De plus, on en parlera plus tard, mais il existe aujourd'hui des solutions pour que un expert passe avant que le particulier se fasse arnaquer, accessoirement. C'est-à-dire que quelles que soient les structures de contrôle qu'on pourra mettre en interne chez nous, faut être raisonnable. Il y aura forcément de temps en temps 1 ou 2 brebis galeuses. Il ne peut rien. Bon, le tout c'est de les choper le plus vite possible. À travers les accords justement avec les carrossiers, les réparateurs, les démolisseurs, toute la profession, de mettre des structures de contrôle plus étendues permettant de réagir vite. Ensuite de traiter les problèmes et ensuite d'apporter des solutions. Et les solutions, avant que le problème se produise, elles existent aussi. Elles ne sont pas assez connues, c'est tout, mais elles existent aussi. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, à l'univers du VO, puisque nous y sommes. Monsieur Warembourg, oui. Vous, garantisseur, est-ce que vous avez des problèmes avec les experts? Alors, des problèmes, non, absolument pas. Pour nous, ils sont même... On a toujours pour habitude d'expliquer ça comme ça. Nous, notre métier, c'est payer lorsqu'il y a des sinistres, puisque notre métier, c'est garantisseur, donc compagnie d'assurance, même si on fait un métier très, très précis au sein des métiers des assureurs. Et pour nous, l'expert, c'est un petit peu l'œil de notre plateau technique, quand besoin est. C'est-à-dire qu'on a un plateau technique avec des techniciens qui sont là pour donner des accords, ou des refus, ça arrive aussi. Et lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a un cas de figure qui sort un petit peu de l'ordinaire, ou un sinistre qui intervient, on va dire, 4 jours après la livraison sur un turbo, on se doute bien que le turbo était déjà pas en grande forme à la livraison. L'expert va être l'œil du plateau technique et nous faire un état des lieux. Oui, il va attester que c'est un vice caché, quoi. Absolument, ou pas, ce qui arrive aussi. Sachant que pour nous, on fait relativement peu intervenir les experts, puisque, grosso modo, ils interviennent sur 1% de nos cas de sinistres.
Donc c'est très peu, 1% seulement. Je m'étais jamais posé la question, pour être honnête. C'est le fait d'être convié à cette table ronde qui m'a fait regarder un petit peu. Et quand je vous dis 1%, c'est une moyenne. Et si je prends l'Allemagne, qui est notre pays d'origine, on ne fait intervenir les experts que sur 0,56% de nos sinistres. Alors ça, c'est lié. Moins que nous, alors. Ah, ouais, nous en France, on est à 1,08 pour être précis. La différence s'explique comment? 45 ans d'expérience, 45 ans de présence sur le terrain et une connaissance de nos partenaires plus pointue encore que ce que nous on peut avoir en France. Mais voilà, en France on n'y est que depuis 10 ans et néanmoins aujourd'hui les rapports avec nos partenaires sont assez bons pour que finalement les experts n'interviennent que dans 1% des cas. Par contre, lorsqu'ils interviennent, c'est sur des dossiers pointus, des dossiers compliqués, parce qu'on a aussi affaire aux experts lorsque l'on a une casse moteur par exemple, et où la question se pose de savoir peut-être l'antériorité de la panne ou la cause de la panne, peut-être une pièce non couverte ou un non-respect de l'entretien du véhicule ou un véhicule qui a été malmené. Donc pour nous, globalement, les experts sont des alliés, entre guillemets, même si globalement c'est vrai qu'on ne les fait pas intervenir énormément. Vous voyez, messieurs, il y a des gens qui vous aiment. Ah ouais, complètement. Christophe Theuil, quel est le rôle aujourd'hui de l'expert dans une transaction VO? Quel peut-il être? Est-ce qu'on peut graver dans le marbre le rôle de l'expert dans une transaction? Je crois que oui. Et je crois que plus que jamais, face au mode d'échange avec Internet, l'achat à distance des véhicules, la multiplication des fraudes, les fraudes au compteur kilométrique, on parle quand même de 600 000 véhicules chaque année dont on est sûr que le compteur a été trafiqué. Je pense que clairement, l'expert peut être un acteur incontournable dans la sélection, la labellisation de son véhicule d'occasion, qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur. D'ailleurs, à ce titre, l'actualité parlementaire démontre que nos élus s'interrogent. Et s'intéressent au problème. Et s'intéressent sérieusement au problème, puisqu'on parle d'ores et déjà d'un contrat de vente de particulier à particulier. Rappelons quand même que plus de 60% des véhicules d'occasion sont vendus de particulier à particulier. La manne est énorme. Oui. Et le risque d'atteinte pour le consommateur, qui est aussi un électeur, est énorme. Donc les parlementaires se sont aperçus qu'il n'y avait pas de contrat de vente. Le simple contrat de vente aujourd'hui, c'est le contrat de cession, le certificat de cession. Certificat de cession. Mal rempli, mal renseigné, on n'a pas de traçabilité sur le véhicule. Donc, première étape, je pense que le contrat de vente va arriver assez rapidement. En tout cas, nous, on ne peut que adhérer à cette option-là, avec le truchement d'un expert automobile dans le cadre de la transaction. Et dans une deuxième phase aussi, on a une proposition de loi du 17 septembre, donc qui est toute proche, et qui prévoit justement une expertise sur des véhicules de plus de 5 ans pour dire si le véhicule est exempt de tout vice caché. Et ce certificat, à l'instar de ce qu'il fait dans l'habitation, au travers d'un certificat de performance énergétique qu'on connaît tous, donc à l'instar de ce qu'il fait dans l'habitat, on aurait ça dans l'automobile, et ça sécurisera clairement la vente. Et ça, l'expert, du haut de sa compétence, de son indépendance, de sa formation, et puis aussi des bases de données qui sont les nôtres, qui sont très importantes, ou qui nous permettent d'avoir une connaissance précise de l'antériorité de sinistre, la situation d'un véhicule, les avaries sérielles. Enfin, clairement, l'expert, oui, pour répondre à votre question, est totalement impliqué dans le processus VO. Antoine Jouve, vous partagez cet avis? Un jour, l'expert sera incontournable dans la transaction VO? Oui, je suis même 100% si la loi, 120% d'accord, ça continue. Si la loi l'aide un peu. Je ne pense pas que la loi soit la solution. Je pense que la loi peut aider. La loi est, en termes d'information, en termes de solution ou en termes de simplement d'information, c'est utile. Je ne pense pas que ce soit une solution. Je pense que la solution, c'est la compétence de l'expert. C'est-à-dire, c'est l'expert qui doit démontrer sa valeur ajoutée, son savoir, ce que disait Christophe, qui est aujourd'hui très mal connu. On a effectivement des outils, on a des données, on a des gens qui sont formés, qui suivent des cursus, qui voient 10 ou 15 voitures par jour, dont le boulot c'est d'analyser l'état d'un véhicule, et aujourd'hui juste personne ne le sait. Ce qui est un peu agaçant finalement. Et donc que la loi vienne en support, très bien, mais je ne pense pas que le fait d'obliger en tant que tel n'est pas une solution en tout cas. Que ce soit à titre d'information, oui, mais pas obligé à faire une expertise, ça me paraît excessif. Maintenant, il y a une vraie valeur ajoutée que l'expert doit être capable de démontrer vis-à-vis du particulier et qui doit, lui, aller
chez le particulier, changer son comportement, apporter les éléments nécessaires. On va y venir avec... Le particulier, pour compléter ce que dit Antoine, le particulier ne nous connaît qu'au travers de son assureur. Oui. Et il nous voit, je dirais, d'une vision que l'on souhaite lui dire qu'elle est tronquée, cette vision, puisqu'il nous voit comme censeur, il nous voit comme celui qui va dire véhicule économiquement irréparable, la valeur s'étend, l'usure des pneumatiques, enfin je caricature, mais en fait on nous voit comme ça. Et puis on ne sait pas trop si on travaille à la fois pour le réparateur, pour l'assureur. Mais par contre, quand on présente les solutions d'expertise véhicules d'occasion qui sont développées par l'ANEA à travers Carré Expert Auto ou par le BCA sur Expert VO, les automobilistes, les particuliers nous disent mais ça n'existait pas avant. Ils comprennent tout de suite et ils associent tout de suite notre rôle important de compétence par rapport à leurs problématiques d'achat ou de vente de VO. Monsieur Varembourg, votre intérêt, c'est que la transaction soit formalisée le plus possible. Alors, moi je voudrais réagir à ce qui vient de se dire et en fait à une évidence qui vient à l'esprit, c'est-à-dire que, comme ça a été très justement dit, aujourd'hui l'utilisateur d'un véhicule voit l'expert que dans des circonstances dont il se serait bien passé, très clairement. En général. Et à la question que vous posiez, est-ce que l'expert peut apporter quelque chose dans la transaction particulier à particulier? Moi, à mon sens, oui, et c'est même une évidence. Aujourd'hui, globalement, le marché de l'occasion, c'est 65% de particulier à particulier. Et pour un particulier, l'achat d'un véhicule, c'est le deuxième poste de dépense dans un foyer. Et je pense que, ouais, effectivement, l'expert peut apporter quelque chose au particulier qui va lui permettre de se rassurer quant à cette... Alors on ne peut pas parler d'investissement avec une voiture, c'est une certitude, mais quant à cet achat important, puisque ça va être son deuxième poste de dépense. Et effectivement, je suis certain que l'expert a un rôle à jouer et va pouvoir tranquilliser l'acquéreur ou faciliter la vente auprès du vendeur, tout simplement. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer à ce niveau-là. Dites-moi, messieurs, il y a quand même aujourd'hui, il existe quand même quelque chose qui s'appelle le contrôle technique, qui devrait logiquement éviter pas mal d'embrouilles, entre guillemets. Dans la phrase, il y a deux mots, c'est devrait et logiquement. Non, mais je crois qu'il est important de rendre hommage aux contrôleurs techniques. Là, vous êtes gentil. Là. Non, je suis sincère. Certains pourraient en douter, mais je suis sincère. C'est une profession qui œuvre d'un point de vue réglementaire depuis pratiquement une trentaine d'années. Sous délégation, elle aussi. Sous délégation, elle aussi. C'est une profession et un cadre d'activité qui évolue au fur et à mesure que la réglementation en matière de sécurité routière se renforce et que la technologie des voitures se renforce, mais par contre qui n'est pas totalement efficace face à la multiplication, je dirais, des particularités des véhicules, des fraudes et autres. Je vais m'expliquer. Lorsque vous allez au contrôle technique, aujourd'hui, il n'y a pas d'essai routier. Oui. Demain, vous achetez un véhicule d'occasion. L'un des premiers réflexes que vous aurez en tant que particulier, est-ce que je peux l'essayer? Demander un essai. Cet essai routier-là, le contrôle technique, la réglementation ne l'impose pas. On imagine difficilement d'ailleurs que ça soit réalisable. Autre point, la véracité ou la conformité du compteur kilométrique. Le contrôleur technique, il va relever le compteur kilométrique. Il ne va pas noter ou commenter d'inadéquation entre l'âge de la voiture et le kilométrage totalement parcouru. Je crois clairement que le binôme expert et contrôleur technique, c'est un binôme gagnant pour l'automobiliste. Ça peut se marier les deux? Parfaitement. Pratiquement, comment ça peut se faire? On a déjà une expérience, je poursuis, on a déjà une expérience de travail en équipe et en binôme avec les contrôleurs techniques à travers la procédure de VGE. Oui. On a cette culture-là depuis 2009. On sait travailler avec les contrôleurs techniques et les contrôleurs techniques reconnaissent, je dirais, notre compétence et notre savoir-faire en la matière, comme nous le reconnaissons de notre côté pour eux. On sait travailler facilement. On peut imaginer un rendez-vous d'expertise VO dans un centre de contrôleurs techniques. Nous profitons de son savoir-faire, de ses outils, de ses équipements, et l'automobiliste profite de nos compétences, de nos labellisations et des recherches qu'on va mener sur l'antériorité, les antécédents de sinistres. Alors vous venez de lâcher un mot, labellisation. Est-ce que les experts peuvent être garants d'un label? C'est là où on va être moins d'accord. Il y a plusieurs façons de voir le monde. On essaye plutôt d'apporter des compétences et encore une fois du savoir-faire. Mettre en place un label nécessite que de l'autre côté le marché s'adapte.
C'est-à-dire qu'il faut que les véhicules labellisés se vendent plus que les véhicules pas labellisés, si je simplifie le raisonnement. Oh, mais ça, c'est la loi du marché qui le fera. Oui, mais pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui labellisent. Et il faut que le label ait une notoriété suffisante. Si vous prenez garantie en Renault, c'est bon, ça existe, quoi. Vous savez ce que c'est. Oui, mais c'est une garantie commerciale. Oui, d'accord, mais ça existe. Vu du particulier, oui, ça existe. c'est ce que c'est, lui. Il n'y a pas de problème. Bon. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, de notre point de vue, c'est que autant l'intervention d'un expert côté vendeur permet de stabiliser le prix, c'est-à-dire que lui, le vendeur, sait qu'il pourra vendre au prix qu'il a fixé réellement, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de négociations, etc. Par contre, ça ne fait pas accélérer le circuit de vente du véhicule. C'est pas pour ça qu'il va le vendre plus vite, dit autrement. Oui, mais ce n'est pas le but recherché non plus. Là, on parle de garantie sur la transaction et sur les qualités supposées d'un véhicule. Oui, mais ça, il faut que on arrive après à l'équation, c'est-à-dire que le vendeur a un intérêt à faire ça s'il s'y retrouve lui. Le vendeur va payer un label, un vrai label je parle, hein, pas ce qui a été fait. Il y a certains qui font des labels en formant les gens du réparateur pour que le réparateur donne lui-même son label. Bon, c'est drôle, mais ça a ses limites. Donc un vrai label, ça a un prix. Et pour que économiquement ça marche, il faut que celui qui l'achète s'y retrouve, sinon ça ne marche pas. Alors, Christophe Toy, vous n'êtes pas tout à fait du même avis, je crois. On peut voir le monde de différentes façons, en effet. Nous, on est parti d'un constat. Quels sont aujourd'hui les labels à disposition d'un acheteur d'un véhicule d'occasion? Vous avez effectivement ce qu'on appelle, je trouve, nous pensons à tort, le label du constructeur. Parce que c'est assez antinomique, et je vous rejoins dans ce que vous venez de dire. À travers un label de constructeur, on a en fait derrière des offres de financement et des offres de garantie. Donc on a ça chez tous les constructeurs automobiles. On est sur un segment de véhicules, je dirais plutôt premium. Je ne parle pas du véhicule lui-même, mais de son âge, de son équipement, de son kilométrage, bref, un véhicule récent, quoi. Derrière, il y a du financement. Effectivement, le constructeur s'expose peu à financer ce genre de véhicule, et le garantisseur également, puisque le véhicule est relativement récent et souvent encore sous garantie contractuelle du constructeur. L'automobiliste, les études sont très très clairement tranchées là-dessus. L'automobiliste, quand on l'interroge, ne reconnaît pas, effectivement Antoine a raison, ne reconnaît pas au travers des labels constructeurs finalement ce qu'il entend lui dans sa culture de ce qu'est un label au quotidien. Alors on pourrait parler des labels rouges, des labels rouges. Voilà. Il ne reconnaît pas ça parce qu'il sent bien finalement que le constructeur, en même temps qu'il labellise, il est jugé parti. Donc nous, ce qu'on a souhaité au travers Carré Expert Auto, effectivement c'est notre vision, c'est d'offrir un label d'une profession, d'une partie de notre profession, de l'ANEA, donc des réseaux d'experts libéraux, un label sur 4 critères et qui soit clairement indépendant. C'est-à-dire nous n'avons aucun lien avec les constructeurs, nous n'avons aucun lien avec le vendeur, et c'est même une offre qui peut être attractive finalement, puisque nationale, qui se décline de Lille à Marseille et de Belfort à La Rochelle. Mais clairement, cette offre-là, elle est transposable à la fois sur l'automobilisme, mais aussi pour les marchands VO. Quelles sont les solutions pour un marchand VO aujourd'hui ? Il met dans un coin de son parc les meilleurs véhicules, mais pourquoi... Il crée son propre label. Et il crée son propre label, et on retombe sur le système du label constructeur, jugé parti. Les véhicules les moins intéressants pour être labellisés sont sur une partie du parc, et puis il y a le cœur de métier, là où il va faire sa marge, là où il va faire du volume. Il va avoir envie de se distinguer par rapport à un concessionnaire. Et clairement, l'offre que propose Carré Expert Auto, c'est une offre de label spécifique. D'accord. Ça s'appelle comment ? Carré Expert Auto. D'accord. Monsieur Varembourg, vous intervenez comment ? Alors, nous, aujourd'hui, notre métier, c'est pour le compte des constructeurs, l'élaboration de labels. C'est notre métier. Je rejoins un petit peu ce que dit Christophe. C'est vrai que souvent, les constructeurs mettent des paramètres et qui finalement ne concernent qu'un certain type de véhicule, souvent des véhicules relativement récents, et que finalement, on se retrouve avec des véhicules un petit peu plus âgés, un petit peu plus kilométrés, qui, eux, ne vont pas rentrer dans le cadre du label. C'est une certitude. Ensuite, vis-à-vis de notre sujet de conversation aujourd'hui, oui, c'est une certitude. Christophe Toy a évoqué l'élaboration du label Carré Expert. Et face à ça, après, il y a une question toute bête qui se pose, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on est en mesure de tranquilliser un acheteur au travers d'un état des lieux
du véhicule, de manière un état des lieux précis, quant à l'usure du véhicule, quant au fonctionnement des différentes parties du véhicule. Et la question qui se pose, c'est de dire, bah voilà, aujourd'hui, on a un véhicule à vendre, il est passé dans les mains de l'expert, on a un état des lieux, une photographie du véhicule très précise. Qu'est-ce qui nous empêcherait, sur ce véhicule, dans le cadre du label, d'y mettre une garantie, tout simplement? D'accord. Alors, qui va la payer, cette garantie? Juste une précision peut-être. Quand je dis que je suis pas, c'est pas que je sois contre les labels, je dis juste que le modèle économique me semble complexe à l'instant T présent. Ouais. D'accord. Bon. Complexe, Deuxième oui, chose- c'est sûr, mais c'est pas insurmontable. Ah, je suis d'accord. Le seul problème de ce genre de truc, c'est d'être connu. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, les gens l'achètent et que les gens le répondent et que ça ait un impact, etc. Oui. etc. Oui. Donc il y a deux façons de faire et elles sont complémentaires, soit vis-à-vis de l'acheteur, soit vis-à-vis du vendeur. Et on le fait énormément pour les vendeurs pros, où là, effectivement, ça marche très bien. Juste un point sur les garanties. Aujourd'hui, on propose dans Expert VO, en fait, une garantie. Un tout sauf. En fait, une garantie pleine mécanique tout sauf, relativement classique, sauf qu'elle n'est pas chère. C'est-à-dire, vu que, au lieu que ce soit une garantie entre guillemets aléatoire basée sur un parc, là c'est sur un véhicule donné et on sait que l'expert l'a vu. Et là il y a aussi un marché côté garantisseur, c'est que quelque part quand l'expert voit la voiture, il est capable de dire vous pouvez garantir tout ça sauf ça. Et là le prix devient incomparable. Et on se retrouve aujourd'hui avec des prestations d'expertise plus garanties qui sont moins chères que les prix d'une garantie classique. D'accord. Donc je pense qu'il y a une complémentarité nette à faire. Alors après on la met du côté vendeur sous forme de label ou du côté acheteur qui lui veut voir, je m'en fiche, à la limite c'est pas dramatique. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une complémentarité entre le contrôle technique d'un côté, la prestation d'expertise et la garantie de l'autre pour ceux qui veulent la ceinture, les bretelles, etc. etc. Et ça marche très bien aujourd'hui. Il faut qu'on arrive au terme de ce débat parce qu'on va faire exploser la pendule. D'accord. Un mot, ça serait quand même plus pratique si effectivement il y avait un contrat de vente qui était attaché à la transaction VO. Mettre en place tout ça. Pratique pour l'activité pour les experts, pour permettre à l'automobiliste et à tous les automobilistes finalement de profiter des compétences de l'expert. Et puis aussi, je dirais, pratique pour une notion de sécurité, de sécurisation des transactions. Il faut le souhaiter, Mais je pense que nos parlementaires travaillent sur le sujet. Vous avez une idée des échéances possibles, non? Non. Pas spécialement, en tout cas, c'est. Il faut que ça rentre dans un calendrier parlementaire. Oui. Les échanges entre les différents parlements sont en route. Je pense que tout automobiliste que nous sommes tous automobilistes, nous y gagnerons dans le cadre de la transaction à faire intégrer dans ces échanges les experts automobiles. Juste un point là-dessus, il y a quand même un aspect réglementaire qui est fascinant de voir que les gens, quand ils achètent un réfrigérateur, ils ont des conditions générales de vente et des processus. Quand ils achètent une voiture, ils n'ont rien. Juste, pas très grave, mais... Et donc pour se retourner contre quelqu'un derrière, ce qu'ils ont, c'est un certificat de cession sur lequel il n'y a rien, il n'y a même pas le prix, il n'y a que dalle, et une carte grise barrée, signée, point. Ce qui en termes... Après, on disait les 5000 experts, enfin les 5000 voitures, là, avec les 3 experts. Le jour où il y a un contrat de vente un peu propre, bah, au moins il y a une trace de l'achat. Oui, je pense sur le véhicule, il y a des éléments, et on est capable derrière d'avoir une vraie transaction, ce qui en termes d'achat et de réglementation commerciale, cette fois-ci de droit commercial, on peut faire des choses. Voilà. Et permettre de redonner à sa place, je pense qu'il y l'expert aurait toute sa place. Grande probabilité, alors peut-être pas sur les 5000, mais s'il y avait eu transaction via expert sur ces 5000 véhicules, il y a un grand pourcentage qui n'aurait pas manqué d'inquiéter l'expert qui aurait été missionné sur le sujet. En l'occurrence 100%, parce qu'on a l'historique des VE dans les antécédents. Donc, comme on sait que c'était un VE dans l'antécédent, on l'aurait... En effet. Bien, merci messieurs. Merci. On voit qu'il y aura encore quand même un petit peu de place pour l'expert demain. Oui, heureusement. Assurément. Bravo. Personne qui mérite à être connu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.